mon propre fils m'a jeté à la rue par une nuit glaciale de mardi, avec pour seule compagnie une petite valise contenant les vestiges de ma vie. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez. La porte en chêne massif de sa demeure à Versailles s'est refermée sur un son sourd, me laissant sur le trottoir, sous la lumière blafarde d'un lampadaire. Tu es un fardeau, papa. Voilà les derniers mots que j'ai entendus. J'ai regardé mes mains, ces mêmes mains qui avaient assemblé des milliers de mécanismes délicats pour lui offrir une vie de luxe. Mais ce qu'Alexandre avait oublié dans son arrogance, c'est que la mémoire d'un horloger est aussi précise qu'une montre suisse. Il avait oublié un détail crucial, une signature apposée il y a 10 ans, un secret que j'avais gardé par amour. Il pensait m'avoir brisé, mais il venait de remonter le mécanisme de sa propre chute. La chambre de cet hôtel bon marché sent le tabac froid et la solitude. Une seule ampoule nue pend du plafond, projetant une lumière jaunâtre sur les murs tachés d'humidité. Je suis assis sur le bord du lit, le matelas s'affaissant sous mon poids. Mes mains, autrefois si stables, tremblent légèrement sur mes genoux. Je regarde par la fenêtre qui donne sur une cour intérieure remplie de poubelles et de silence. Le son lointain d'une sirène est la seule chose qui me rappelle qu'il y a une vie dehors. Dans la maison de Versailles, même dans mon invisibilité, il y avait le murmure du luxe, le parfum des fleurs coupées. Ici, il n'y a que l'odeur de la poussière et du désespoir. Ma petite valise est posée près de la porte, une sentinelle pathétique gardant les débris de 68 ans d'existence. Elle semble si petite, si insignifiante. Le plus dur n'est pas le froid ou l'inconfort, c'est le silence. Un silence qui n'est pas la paix, mais le vide. Dans la demeure d'Alexandre, j'étais habitué à être ignoré, à ce que mes paroles se perdent dans l'air comme de la fumée. Mais c'était un silence peuplé, un silence qui me rappelait constamment ma place subalterne. Ce silence-ci est différent. C'est le silence de l'effacement total. Personne ne sait où je suis. Personne ne s'en soucie. Hier encore j'étais un père, un grand-père. Aujourd'hui, je suis un vieil homme, dans une chambre anonyme. Un numéro sur un registre d'hôtel. Je me surprends à chercher un regard dans la rue, un simple signe de reconnaissance humaine, mais les gens passent sans me voir, leur visage pressé et indifférent. L'invisibilité que je ressentais chez mon fils est devenue ma réalité universelle. Je me souviens de ma jeunesse comme si c'était hier, l'odeur de l'huile d'horlogerie et du laiton poli imprégnant mes mains. J'avais un rêve, simple et clair, comme le cristal d'une montre de poche, ouvrir ma propre boutique dans le quartier du Marais. Je m'imaginais déjà la petite enseigne dorée, Gérard, horloger d'art, le son de la clochette à chaque fois qu'un client pousserait la porte. J'avais le talent, la passion. Puis, j'ai rencontré Hélène, et son sourire est devenu le mécanisme le plus précieux que j'ai jamais contemplé. Quand Alexandre est né, mon rêve n'a pas disparu, il s'est simplement transformé. Le nom sur l'enseigne importait moins que le nom que mon fils porterait avec fierté. L'avenir que je voulais bâtir n'était plus pour moi, il était entièrement pour lui. La vie cependant est un mouvement d'horlogerie imprévisible. Hélène nous a quittés trop tôt, emportée par une maladie qui n'a laissé derrière elle qu'un silence assourdissant, et un petit garçon de 5 ans qui ne comprenait pas pourquoi sa mère ne revenait pas. Le rêve du Marais s'est évaporé cette nuit-là, remplacé par une réalité plus urgente. J'ai rangé mes ambitions dans une vieille boîte avec les photos de ma femme. Je suis devenu un simple réparateur, acceptant les travaux les moins glorieux, mais qui me permettaient d'être là pour aller chercher Alexandre à l'école, pour lui faire ses devoirs. Mes nuits étaient longues, passées à mon établi, le dos courbé sous une petite lampe, réparant les montres des autres pour assurer l'avenir du seul être qui me restait. Chaque sou que je gagnais était consacré à Alexandre. Je n'étais pas un père qui offrait des cadeaux somptueux, mais chaque objet qu'il recevait portait le poids de mon labeur. Je me souviens de l'hiver où il voulait ce petit train électrique exposé dans la vitrine d'un magasin des grands boulevards. J'ai travaillé des nuits supplémentaires, mes yeux brûlants de fatigue, pour pouvoir le lui offrir à Noël. Le voir déballer le paquet, ses yeux brillant plus fort que n'importe quelle étoile, c'était ma plus grande richesse. Nos repas étaient simples, des plats que ma mère m'avait appris à faire, mais je m'assurais qu'il y ait toujours assez dans son assiette. Ses vêtements étaient modestes, souvent repris, mais toujours propres et repassés. Mon amour n'était pas dans les mots, il était dans la chaleur de la soupe et la solidité de ses chaussures. Puis il a grandi, son ambition devenant aussi grande que la ville qui nous entourait. Il voulait intégrer une prestigieuse école de commerce, un univers dont les portes m'étaient à jamais fermées. Les frais de scolarité étaient astronomiques, une montagne que mes modestes revenus ne pouvaient gravir. J'avais un trésor cependant, un héritage secret, la collection de montres anciennes de mon grand-père.
Chaque pièce était un chef-d'œuvre, un lien avec mes racines. Les vendre a été comme m'arracher une partie de mon âme. Je l'ai fait en secret, dans une boutique discrète, où le marchand n'a vu que la valeur monétaire, pas l'histoire. J'ai dit à Alexandre que j'avais obtenu une bourse, une aide financière. Je ne voulais pas qu'il porte le fardeau de mon sacrifice, seulement les ailes qu'il lui donnerait. Je suis toujours resté dans l'ombre de sa réussite, un père silencieux, un pourvoyeur invisible. Quand il a obtenu son diplôme, j'étais au fond de l'amphithéâtre, mon cœur battant plus fort que tous les applaudissements. Je n'ai jamais réclamé ma part de sa gloire. Le voir serrer la main de ses professeurs, le visage rayonnant de promesses, était ma seule récompense. Je n'ai jamais dit « c'est grâce à moi ». Je n'ai jamais rappelé les nuits blanches, les mains usées, les rêves abandonnés. L'amour d'un père, le vrai, ne tient pas de compte. C'est un don sans condition, un investissement à fond perdu, dont le seul retour attendu est le bonheur de son enfant. J'étais la fondation cachée de son édifice, et cela me suffisait amplement. Le jour où il m'a annoncé qu'il avait acheté cette magnifique demeure à Versailles et qu'il voulait que je vienne vivre avec lui, j'ai cru que le cercle était enfin bouclé. J'ai vu dans son invitation non pas un acte de pitié, mais la reconnaissance implicite de tout ce que j'avais fait. Je pensais que mes vieux jours seraient enfin paisibles, que je serais entouré, soigné. J'ai fait ma petite valise, y mettant mes outils d'horloger, en me disant que j'aurais peut-être un petit coin d'atelier pour m'occuper. Je suis entré dans cette maison non comme un fardeau, mais comme un père, qui croyait récolter l'amour qu'il avait semé toute sa vie. J'étais naïf. Je n'avais pas compris que pour lui, le passé était une dette qu'il préférait oublier, plutôt que d'honorer. L'enthousiasme des premiers jours à Versailles s'est rapidement dissipé, comme la brume matinale sur les jardins du château. Au début, il y avait une façade de prévenance, des repas partagés, où l'on me posait des questions polies. Puis, le vernis a craqué. Les visites de ma petite fille dans ma chambre se sont raréfiées, remplacées par des appels téléphoniques que je passais depuis mon petit espace, et qui restaient souvent sans réponse. Amélie, ma belle-fille, a commencé à dicter les règles de la maison avec une autorité de fer, et mes habitudes de vieil homme sont devenues des sources d'irritation. Un jour, Alexandre m'a dit d'un ton las, que je devrais peut-être manger un peu plus tôt pour ne pas déranger leur soirée. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. J'ai commencé à prendre mes repas seul dans la cuisine, le silence pour seule compagnie. L'étape suivante fut celle du rejet subtil, une torture quotidienne faite de gestes et de regards. Amélie me gratifiait de regards glaciaux chaque fois que j'entrais dans le salon, et Alexandre avait appris à éviter mes yeux, comme si mon visage lui rappelait une dette qu'il ne voulait pas payer. Leur conversation s'arrêtait net à mon approche, reprenant sur un ton plus bas une fois que j'étais passé. On ne me consultait plus pour rien. J'ai appris qu'ils partaient en vacances, en les voyant préparer leurs valises. J'ai découvert qu'ils prévoyaient de vendre une partie du jardin, en entendant leur conversation avec un agent immobilier. J'étais devenu un fantôme dans cette maison immense, une présence tolérée mais non désirée. Je n'étais plus un père, mais un témoin silencieux de leur vie, aussi insignifiant qu'un tableau accroché au mur. L'humiliation a atteint son paroxysme le jour de mon 68e anniversaire. Ils avaient organisé une grande réception pour leurs amis, un événement mondain où je n'avais manifestement pas ma place. J'étais assis dans un fauteuil, dans un coin du grand salon, un verre d'eau à la main. Personne ne m'a adressé la parole. J'ai vu le petit automate d'oiseau chanteur que j'avais passé des semaines à restaurer pour ma petite fille, mon cadeau, posé sur une table de service, et déjà oublié sous une pile de magazines. J'ai regardé mon fils rire avec ses invités levant son verre, sans un seul regard dans ma direction. Plus tard dans la soirée, alors que je me dirigeais vers le bureau pour y chercher un livre, Alexandre m'a vu et a doucement fermé la porte devant moi, sans un mot. Ce clic feutré fut plus violent que n'importe quelle insulte. Dans cette chambre sordide, une autre pièce me revient en mémoire, une pièce bien plus luxueuse. C'était il y a 10 ans, dans l'étude d'un notaire aux boiseries sombres et à l'odeur de cuir. Alexandre était là, son assurance un peu trop forcée, une perle de sueur discrète sur sa tempe que seul un père pouvait remarquer. Il m'avait demandé de l'accompagner pour une simple formalité. Devant moi, un acte de cautionnement, un document qui allait garantir le lancement de sa première entreprise. J'ai vu le nom sur le papier, celui d'un de mes anciens associés, un homme de bien et de principe. Puis j'ai vu la signature, clairement imitée. « C'est pour accélérer les choses, papa », a-t-il murmuré. J'ai signé en tant que témoin, mon esprit d'horloger enregistrant chaque détail, la date, l'encre, le tremblement presque imperceptible de sa main. J'ai choisi de croire en son ambition, pas en mon instinct. Ce secret je l'ai gardé comme on garde une pièce de collection fragile et dangereuse. Pendant une décennie j'ai observé son ascension, sachant qu'elle reposait sur cette fondation frauduleuse.
chaque succès, chaque nouvelle acquisition, chaque sourire satisfait de ma belle-fille était teinté par la connaissance de ce mensonge originel. Mon silence n'était pas de la complicité, c'était la continuation de mon sacrifice, le dernier rempart que j'érigeais pour le protéger. Je me disais qu'avec le temps, sa réussite effacerait la faute, qu'il deviendrait l'homme que ce document prétendait qu'il était. Mais aujourd'hui, dans le froid de cet exil, je comprends que ce secret n'était pas un bouclier pour lui, mais une chaîne pour moi. Il pensait m'avoir tout pris, mais il a oublié de me prendre cette mémoire. La seule chose de valeur qu'il me reste. La douleur, dans cette chambre froide, ne s'est pas transformée en cris ou en larmes. Elle s'est solidifiée, devenant une chose dense et calme à l'intérieur de ma poitrine. Le lendemain de mon expulsion, je n'ai pas cherché à appeler Alexandre, ni à supplier. J'ai fait ce que j'ai toujours fait face à un mécanisme complexe. J'ai observé, j'ai analysé, et j'ai agi avec précision. La première chose fut de me rendre chez un petit prêteur sur gage près de la gare, un endroit où personne ne pose de questions. J'y ai vendu mes outils d'horloger, les derniers compagnons de ma vie, ainsi que la montre en or que mon père m'avait léguée. L'argent obtenu n'était pas grand-chose, mais il représentait ma liberté. Avec cette somme, je me suis rendu chez un notaire, non pour dénoncer, mais pour modifier mon testament, un document simple où je léguais le peu que je possédais à une œuvre de charité, pour les enfants orphelins. C'était un acte silencieux, une première étape pour reprendre le contrôle. Ma seconde action fut de disparaître. J'ai quitté l'hôtel avant l'aube, ne laissant derrière moi qu'un lit fait, et une note de frais payée en espèces. Je suis devenu un homme sans adresse, un fantôme volontaire dans les rues de Paris. Je marchais pendant des heures, observant les gens, me sentant plus vivant dans mon anonymat, que je ne l'avais été dans la cage dorée de Versailles. Un après-midi, près du canal Saint-Martin, j'ai vu un jeune artiste de rue, pas plus âgé qu'Alexandre lorsque je lui avais payé ses études, qui dessinait avec un talent incroyable, mais avec du matériel usé. Je me suis approché, et sans un mot, je lui ai glissé l'enveloppe contenant l'argent de la vente de mes outils. Son regard surpris fut la seule reconnaissance dont j'avais besoin. Ce n'était pas de la charité. C'était une transmission. Je redirigeais l'héritage que mon fils avait méprisé vers quelqu'un dont les mains créaient de la beauté à partir de rien. La panique a un visage, et je l'ai vu sur celui d'Alexandre lorsqu'il est apparu à la porte de ma chambre d'hôtel. Il n'était pas seul. Amélie se tenait à ses côtés, un bouquet de lys à la main, son visage maquillé pour simuler une contrition parfaite. Ils m'ont trouvé. La notification de l'avocat avait agi plus vite que n'importe quelle prière. Soudain, j'étais de nouveau leur père, leur précieux papa. Ils parlaient vite, leurs mots se bousculant, m'offrant la plus belle chambre de la maison, une voiture avec chauffeur, un compte en banque à mon nom. Leurs mains, chargées de paquets cadeaux de marque de luxe, tremblaient légèrement. Mais je ne voyais plus l'homme fragile qu'ils avaient jeté dehors. Je les regardais avec un calme, qui semblait les terrifier. Un calme forgé dans le froid, et la solitude. Dans leurs yeux je ne lisais aucun remords, seulement la peur animale de tout perdre. Je les ai laissés parler, un flot ininterrompu d'excuses et de promesses creuses. Mon silence était ma seule réponse, un silence dense qui emplissait la petite chambre, et absorbait leurs mensonges. Chaque mot mielleux, chaque larme de crocodile n'était qu'une tentative désespérée de désamorcer la bombe qu'ils savaient que je détenais. Ils ne me voyaient pas, moi, l'homme qu'ils avaient brisé. Ils ne voyaient que le témoin, la clé de leur ruine potentielle. Leurs sourires étaient des masques, leurs gestes affectueux des transactions. Ils essayaient de racheter leur sécurité, pas de regagner mon amour. Je les observais comme un horloger examine un mécanisme défectueux, notant chaque pièce fausse, chaque rouage tordu. Ils ne le savaient pas encore, mais mon cœur avait déjà rendu son verdict. Leurs efforts n'étaient qu'un spectacle pathétique joué devant un rideau déjà tombé. Finalement j'ai levé la main, et le flot de leurs paroles s'est tari instantanément. Leurs visages étaient suspendus, attendant mon verdict avec une anxiété presque palpable. Mais je ne les regardais plus eux, je voyais le jeune artiste du canal, les visages des oubliés dans les hospices, le reflet de ma propre solitude dans les yeux d'autres pères abandonnés. La justice, pour un horloger, ce n'est pas de briser un mécanisme par dépit, mais de le régler pour qu'il indique enfin l'heure juste. La vengeance n'aurait été qu'un bruit de plus dans le chaos de leur vie. J'ai pris le stylo sur la table de chevet, et une feuille de papier en tête de l'autel. Sans un mot, j'ai écrit quelques lignes. Le nom d'une fondation pour les personnes âgées démunies, et un chiffre. Un chiffre qui ne représentait pas leur ruine, mais le prix de mon silence. Une rédemption forcée. J'ai plié le papier en deux, et je le leur ai tendu. Mon pardon n'était pas à vendre, mais leur avenir, lui, avait un coût. Ils ont quitté la chambre sans un mot de plus,
le bout de papier tremblant dans la main d'Alexandre. Je ne les ai pas regardés s'éloigner. Mon regard était fixé sur les lumières de la ville derrière ma fenêtre, ce vaste et indifférent mécanisme. Je n'ai pas détruit mon fils. Un horloger ne fracasse pas une montre défectueuse. Il l'ouvre avec patience, trouve le déséquilibre et le corrige avec précision. Mon silence a désormais un but, un poids tangible. Il financera des lits pour d'autres pères oubliés, un peu de chaleur pour d'autres nuits glaciales. Il ne s'agissait jamais de reconquérir une place dans leur maison, mais de reprendre le dernier mot sur ma propre histoire, de m'assurer que l'œuvre de ma vie n'était pas seulement le prélude à leur cupidité. J'ai choisi de réparer, pas de briser. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place, face à ce mécanisme désaccordé? L'auriez-vous détruit? Ou auriez-vous simplement tenté de remettre ces aiguilles à l'heure?